Si vous voulez faire un parallèle avec le football, les commerciaux sont perçus comme les attaquants. Tout le monde est un peu habitué à ce qu'il y ait des buts qui soient marqués. L'équipe CS serait peut-être un milieu qui marque un but. Et quand un milieu marque un but, en général, il a envie d'en mettre 2, 3, 4. Et voilà, même si c'est pas forcément leur rôle prévu pour, les qualités sont nécessaires. Et pour atteindre cet objectif, peuvent être présentes dans l'équipe. Donc autant capitaliser dessus. Bienvenue sur Customers, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Customer Success comme centre de revenus. Et je suis aujourd'hui avec Damien Lambert et Vincent Gommet, nos deux experts, pour parler du sujet. Vincent, Damien, je vous laisse vous présenter. Donc, je m'appelle Vincent Gommet, je travaille en tant que consultant indépendant sur toutes les problématiques CS avec un certain nombre de clients depuis 1 an et demi, après avoir passé 9 ans dans une boîte qui s'appelle 360 Learning, dont j'ai créé l'équipe Customer Success et initié les processus et suivi les clients stratégiques pendant donc 9 ans. Damien. Donc moi, c'est Damien Lambert, je suis en charge des équipes Customer Success pour l'Europe chez Pigment. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai rejoint l'entreprise au tout début, en février 2021. Donc ça m'a permis de pouvoir construire, avec les équipes bien sûr, cette fonction CS qui est devenue de plus en plus importante pour l'entreprise en termes de génération de revenus. Peut-être pour commencer, Vincent, est-ce que tu peux nous parler des meilleures pratiques que tu as vues sur la structuration d'un pôle CS comme centre de revenus ? Là, comme ça, d'emblée, je dirais que la première chose, c'est peut-être d'essayer de construire une vision à moyen terme, à 2 ou 3 ans, de ce que pourrait être le CS dans l'organisation dont je fais partie. Donc, essayer d'anticiper ça. Et pour ça, il faut se construire cette culture CS, rencontrer ses pairs, il faut discuter avec ses pairs, il faut participer à des events, regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Et puis, construire cette vision tout en gardant en tête le fait que il y a une vraie problématique de taille critique. C'est-à-dire que ce que je vais construire, les idées que je vais avoir, la vision que je vais avoir, tout ne sera pas bon à mettre en place dès le début, dans un premier temps. Donc je dois garder en tête toujours cette idée de taille critique, donc la taille à partir de laquelle ça va devenir pertinent de mettre quelque chose en place chez moi. Classiquement, on a tendance à structurer les POCS d'abord avec d'un côté le Customer Success, de l'autre côté le support, ça vient assez vite, et c'est vite pertinent. C'est pas forcément pertinent dans un premier temps, tout de suite, au niveau CS, donc CSM par exemple, de se poser la question de est-ce qu'on va travailler, est-ce qu'on va segmenter nos clients, est-ce que tel CS ou tel profil de CS va travailler avec tel type de client, etc. C'est des questions qu'on ne doit pas s'interdire et qu'on peut anticiper, mais dont il faut garder en tête dès le départ que ça nécessite l'atteinte d'une taille critique. Voilà. Ok. Si je comprends bien, du coup, tu spécialises au fur et à mesure où tu montes en maturité ton pôle. C'est exactement ça. Et du coup, pour reprendre un petit peu cette historique, en tout cas aujourd'hui, on se rend compte que le contexte économique nous pousse de plus en plus vers la recherche de justifier la rentabilité peut-être d'un pôle CS. Est-ce que c'était le cas déjà à l'époque ? Dans un premier temps, on se pose rarement la question de savoir si le pôle CS va être rentable. Alors, même de savoir s'il va être rentable avant d'en faire un centre de ressources, de profit. Parce que, dans un premier temps, d'abord, on cherche à gagner des clients, à vendre. Et puis, dans un deuxième temps, on cherche à les accompagner et à les garder. Et au moment où on commence à se demander comment on va les accompagner, donc comment on va les onboarder et comment, à terme, on va les garder, en tout cas, mon vécu à moi, c'est qu'on ne se posait pas vraiment la question de la rentabilité de l'équipe. C'est venu après, quand on a cherché à scaler, quand on a commencé à gagner beaucoup de clients, et à se poser la question de savoir comment on allait accompagner ces clients au mieux en évitant une inflation galopante des recrutements dans l'équipe. Ouais, c'est intéressant. Chez Pigment, il me semble que tu me disais en préparant le podcast que c'était dès le départ un sujet qui avait été envisagé, de voir la rentabilité. C'est ça ? Oui, tout à fait. Finalement, l'équipe a évolué avec les besoins de l'entreprise. Je dirais qu'il y a toujours eu ces 2 piliers. Il y a toujours eu le pilier Customer Care et génération de revenus. Alors, génération de revenus pour aussi une raison toute simple, c'est que l'équipe Sales était en cours de construction. Quand j'ai rejoint l'entreprise, on était très peu nombreux et là, je rejoins l'aspect taille critique. Et donc, finalement, l'équipe CSM était obligée de toute façon de générer des revenus pour s'occuper des clients existants. Finalement, il s'est passé 1 an qui était beaucoup plus orienté Customer Care. Typiquement, le support, ça a été le premier sujet qu'on a sorti de l'équipe CSM parce que ça représente un temps très significatif. Et à côté de ça, l'équipe CSM s'est focalisée de plus en plus sur la génération de revenus en allant faire du land and expand et donc faire vraiment grossir ce pool d'expansion
et assurer des renouvellements qui parfois sont pas faciles, surtout quand on est au stade de start-up où le produit est encore en cours de développement. D'une part, vous avez travaillé sur la partie support, de retirer cette partie à non-valeur ajoutée qui est très récurrente dans les questions de support du CS. Et une fois ça fait, vous êtes passé sur travailler la partie expansion pour le pôle CS ? Exactement. Ouais. Exactement. C'est intéressant. La partie renouvellement, elle est arrivée un tout petit peu après. Là aussi, c'est une question de taille critique. On a des contrats qui ont plutôt vocation à être sur plusieurs années. Donc finalement, avant d'avoir les premiers renouvellements, on a déjà construit les premiers expand. Et finalement, c'était très intéressant. Déjà pour aussi contrebalancer une idée qui peut être un peu reçue, où finalement l'équipe CS va générer du revenu au moment des renouvellements. Nous, ce qu'on a constaté chez Pigment, c'est qu'il y a beaucoup d'expansions qui sont réalisées en dehors des renouvellements. C'est ça aussi qui nous a permis de faire grossir l'équipe en se disant finalement, la partie renouvellement n'est pas suffisante. Il y a énormément à faire sur les expansions. Et est-ce que ça s'est fait naturellement qu'ils aillent chercher de l'expansion, ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais mis d'emblée dans les objectifs ? Oui, alors tout au début, en termes d'objectifs, on avait plutôt un variable, ou en tout cas une mesure de l'équipe CS sur les résultats de l'entreprise au global. Et ça, pour une raison simple, c'est que le portefeuille de clients était trop petit pour pouvoir vraiment définir des objectifs. En plus, il fallait qu'on apprenne. C'est un processus qui est très, très itératif. Donc au début, on était plutôt compensé sur vraiment les objectifs de l'entreprise en termes d'ARR, tout simplement. Et très vite, on est passé sur des quotas individuels. Donc cette fois-ci, on a positionné des objectifs, des quotas, comme le ferait une équipe sales, sur la tête de chacun des CSM. L'inconvénient qu'on peut avoir, c'est que ça crée de la compétition interne. Ça peut être vraiment contre-productif pour la satisfaction du client. Donc on s'est dit, ce n'est pas l'idéal pour l'entreprise. On est passé sur cette troisième phase en 2024, où cette fois-ci, on a un quota d'équipe. Donc là, on va vraiment pousser la collaboration. Le seul inconvénient qu'on peut avoir, c'est que c'est plus difficile d'identifier les top performers. Mais là encore, on a d'autres moyens de le mesurer. Parce que du coup, il n'y a plus du tout d'individuel, c'est que de l'équipe. C'est que de l'équipe, okay. Au niveau régional. Non, mais c'est hyper intéressant, parce que typiquement, je pense que c'est difficile d'équilibrer un portefeuille et d'avoir des opportunités équivalentes d'un CS à l'autre. Tu t'enlèves une épine du pied en disant objectif collectif. Ça me semble très pertinent. Juste, il y a un point que tu as donné qui me surprend un peu. Tu dis, en gros, de faire ces objectifs individuels, ça fait que tous ils ont envie d'être top performers. J'ai l'impression que ton équipe a un ADN sales. Des clients que j'accompagne, je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais en général, les CS, pas du tout. Et ils veulent surtout pas aller dans ce sens-là. Tu as cette même expérience ? Je me suis fait exactement la même réflexion, et j'ai cette même expérience, et je l'ai vécu à titre personnel. Et quand je dis à titre personnel, c'est même moi. Hein, j'ai un ADN plutôt initial qui est CS, plutôt que beaucoup plus CS que sales. Donc il avait aussi fallu que j'apprenne à faire cette démarche-là, à titre personnel, et puis dans les équipes de 360. Donc je me suis fait exactement la même réflexion. Je le constate en effet tous les jours, en tout cas très souvent, dans les boîtes que j'accompagne. Et ce qui est très très intéressant, c'est toi tu dis ça, et je pense que c'est complètement exact, tu dis ça à la notion d'engagement pluriannuel. C'est-à-dire qu'en réalité, comme on apprend en marchant, si ton premier souci c'est l'expansion et non pas le renouvellement, puisque le renouvellement il est sécurisé sur 24 mois, sur 36 mois, et donc finalement tu te poses les questions en réalité au moment où tu es confronté au problème, ou en tout cas à la situation à gérer. Et je pense que je me disais exactement la même chose. Je me disais, mais en fait, si tu commences par avoir des problématiques d'expansion avant des problématiques de renouvellement, tu recrutes déjà plus les mêmes personnes, tu recrutes plus les mêmes profils, et donc tu vas probablement, mais ça m'intéresse d'avoir ton opinion sur la question, mais aller chercher des profils plutôt sales. Et du coup, peut-être que tu inverses la logique par rapport à ce qui se fait beaucoup sur le marché dans le secteur, où on cherche plutôt à passer de profils entre grosses guillemets, mais de profils éleveurs à des profils qui soient aussi capables d'étendre et de générer de l'expansion, alors que toi, tu as peut-être eu cette logique inverse où finalement, tu avais plutôt des profils qui étaient capables de générer de l'expansion et qui n'avaient peut-être pas les armes ou le recul pour l'aspect plutôt rétention du CS. Oui, alors c'est vrai que ça passe beaucoup par le recrutement. Enfin, concrètement, c'était la solution est là. C'est aussi de passer le temps nécessaire pour bien rédiger les offres d'embauche, passer le temps aussi nécessaire pour recruter les bonnes personnes. Nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on a des équipes cross-team pour recruter un CSM. Il ne va pas juste voir ses homologues et ses managers. Il va aussi être en contact avec des sales qui vont aussi évaluer justement ses compétences, en tout cas son potentiel
techniques, on ne cherche pas des sales, même si on a des personnes dans notre équipe d'ailleurs qui ont par le passé eu des expériences plutôt commerciales et qui ont décidé d'arrêter, finalement de ne plus être compte exécutive et plutôt de se tourner vers du CSM qui est une vision peut-être plus long terme avec les clients. Donc c'est vraiment ça qui recherche. Et ensuite, on a un plan de formation aussi de nos équipes, c'est-à-dire qu'on les accompagne pour vraiment être armés et pouvoir discuter avec le client. Je pense qu'il y a, en plus de tout ça, il y a quand même aussi un état d'esprit, c'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de vendre. C'est plutôt l'outcome en fait. Finalement, notre objectif, c'est qu'il soit le plus heureux possible, c'est le meilleur retour sur investissement possible. Et c'est comme ça que mon équipe voit la génération de revenus additionnels. C'est plutôt comme le résultat de leur travail. Finalement, au quotidien, ils vont vraiment aider les clients, ils vont vraiment faire en sorte que tout se passe bien, les accompagner quand ils ont besoin d'être accompagnés, les guider vers la bonne trajectoire. Et nécessairement, ça les emmène à une utilisation un peu plus large de notre logiciel. Et de ce fait-là, on génère plus de revenus. Oui, là, tu restes vraiment sur la démarche Trusted Advisor, dont on entend très souvent parler. Ouais. Peut-être juste pour compléter, là où l'équipe a eu besoin d'accompagnement, c'est sur des approches qui sont très sales pour le coup et qui sont plutôt techniques, type value-based selling. Comment est-ce qu'on va vendre de la valeur ? On ne va pas parler de fonctionnalités, on ne va pas parler finalement de choses très techniques avec nos interlocuteurs. L'objectif, c'est de leur vendre la valeur, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir tirer avec cet investissement. Et ça, c'est vrai que c'est une technique sales qui est de plus en plus développée en entreprise. On a une équipe qui est en charge de ce sujet en interne et qui forme nos CSM de la même manière que l'équipe sales. Non, mais ça, c'est un point hyper important sur la valeur. C'est le travers qu'on voit le plus souvent dans les équipes CS dans le SaaS. C'est d'être axé fonctionnalité, de ne parler que de fonctionnalité, de ne jamais parler besoins, enjeux, objectifs clients et comment on va répondre à vos besoins ou comment on va vous aider à y répondre en tout cas. Ouais, ça c'est hyper important. Tu as une équipe enablement pour ça, c'est ça ? Oui. On fait beaucoup d'anglicisme. Mais... Oui, on a une équipe dédiée ouais. qui travaille sur du matériel qui fonctionne pour toutes les équipes. Donc sales, CSM, mais même en avant-vente, puisque c'est un peu le même sujet. En avant-vente, il faut vraiment présenter la valeur très tôt. Donc c'est une équipe qui centralise tout ce matériel et qui nous le met à disposition. Je voudrais revenir juste sur ce que tu disais il y a un instant sur le profil des CSM. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore beaucoup de cas et de situations dans lesquelles les CSM se perçoivent. D'ailleurs, si on leur demande, souvent c'est la réponse qui arrive en premier, c'est « je suis là pour faire en sorte que mon client soit capable de bien utiliser mon logiciel, ou mon soft, ou mon app », ce qui fondamentalement est vrai, mais je suis aussi surtout là pour créer de la valeur, pour identifier, communiquer, valoriser le retour sur investissement, pour inspirer mon client, donc pour permettre du partage d'expérience, du partage de use case, etc., au-delà de l'aspect strictement fonctionnel des choses. Et pourtant, aujourd'hui, on est encore très largement sur cet aspect strictement fonctionnel. J'entends même parfois chez mes clients dire que le CSM est, d'un certain point de vue, un peu un support de très très haut niveau, un support plus, ce qui induit l'idée même d'expert fonctionnel, alors que ça va infiniment plus loin et que ce n'est pas l'aspect fonctionnel lui-même, ou en tout cas la contribution du CSM à l'aspect fonctionnel, qui va générer de la valeur, qui va générer du revenu. Et c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent encore. Bon, et du coup, si on part de ce constat, c'est quoi nos pro-tips ou qu'est-ce que tu conseilles, toi, justement, à ces clients pour changer un peu d'approche ? Alors, il y a plusieurs leviers. Encore une fois, très souvent, moi, ce que je constate, c'est que les CSM eux-mêmes ont cette perception eux-mêmes de leur rôle. Donc, je commence souvent par un travail sur la vision du rôle de CSM dans l'entreprise. Donc, je fais souvent ce travail des ateliers, donc de définition de la vision du CSM. Et on arrive en effet assez rapidement, on part souvent de le CSM est là pour que mon client comprenne mon produit, sache l'utiliser, etc. Puis très souvent, on arrive à, finalement, est-ce que ça, c'est pas plutôt des choses qu'on peut couvrir avec des ressources asynchrones, avec des formations, avec du matériel, avec des contenus, avec du support. Et à ce moment-là, est-ce que la valeur du CSM n'est pas complètement ailleurs ? Donc ça commence par une réflexion, je pense, au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise, sur quel est le rôle du CSM. Et puis une fois qu'on a ça, on est capable d'en tirer des conséquences immédiates. À partir du moment où on aligne tout le monde sur cette vision de ce que doit être le rôle du CSM dans une entreprise, qu'on commence à être capable de dire voilà par quoi on veut commencer. Alors ça commence par séparer le support et les CSM, et puis ensuite par sans doute ou souvent des refontes des parcours clients, des différenciations de parcours clients par segment, etc. Et après, il y a plein de choses parce que le champ des possibles est immense. Mais moi, ma reco, c'est de commencer par déjà toujours s'assurer que tout le monde en interne est aligné sur ce qu'est le rôle du CSM. Ça a commencé par le CSM lui-même.
100% aligné. Amen. Amen, c'est ça. Pareil, 3000% d'accord avec ça. Et en effet, il faut faire un état des lieux. C'est super important même juste de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et parfois, on n'a pas le choix. Il y a des choses qu'on fait qu'on ne doit pas faire ou qu'on ne devrait pas faire. Mais au moins, ça permet de mettre un plan d'action qui soit court terme, moyen terme, long terme, pour pouvoir arriver à une cible. Et en effet, si on veut transformer l'équipe CS pour qu'elle soit centre de revenus, il leur faut du temps, ça c'est clair. Je pense qu'il faut une image de marque. Et donc ça, c'est aussi à l'équipe CS et à l'entreprise de valoriser l'équipe. C'est vrai que j'ai de la chance chez Pigment. Les fondateurs, d'ailleurs, ont investi dans l'équipe CS dès le premier client, dès le premier jour. Donc, il y a déjà, je veux dire, j'ai de la chance de partir avec un très bon point, avec une reconnaissance par défaut. Oui. Tu du commences pas avec une dette de rattraper ce qui n'a pas été fait. Ouais. Donc ça facilite, c'est clair, les choses en termes d'image de l'équipe. Maintenant, il faut la garder. C'est ça aussi qui est un challenge au quotidien. Et je dirais que la troisième, peut-être aussi un autre point qui est intéressant, c'est de jeter un peu les CSM à l'eau. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai pu constater avec mon équipe. Dans tous les profils qu'on a pu recruter, certains étaient plus commerciaux que d'autres, mais tous ont pris énormément de plaisir à closer leur premier deal. Et je dirais qu'il y a peut-être un petit côté aussi, c'est pas de la compétition, c'est plus également un plaisir, c'est une forme de reconnaissance de son travail. Et je pense que ça, il faut le vivre pour pouvoir justement avoir aussi ce changement d'état d'esprit. Par le passé, j'ai été confronté à d'autres équipes CS qui étaient beaucoup moins, qui étaient 100% customer care, qui disaient leur revenu, c'est pas mon truc. Et finalement, par la mise en place, par exemple, d'un SPIF, donc un bonus exceptionnel sur 3 mois, par exemple, on va leur dire à chaque fois que vous aidez à faire une opportunité, à closer une opportunité, vous allez gagner X. Et en fait, on s'en fiche un petit peu du montant. Ce qui compte, c'est cet aspect de « tiens, je vais pouvoir faire quelque chose en plus que je ne faisais pas avant ». Et quelque chose qui va apporter de la valeur pour l'équipe et pour l'entreprise. Et ça marche vraiment bien. Ça marche d'autant plus que les CS souvent se plaignent d'être pas assez valorisés, pas assez mis en lumière. Alors là, tu mesures ce qu'ils rapportent et tu le valorises. Mais je pense que ça nous ramène même au sujet de la conversation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que derrière la valorisation du CS, qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y a le fait que le CS soit justement un centre de ressources et pas un centre de coûts. C'est-à-dire que je pense que ce qui nuit beaucoup, ce qui a beaucoup nuit à l'image du CS ou à la valorisation du CS, même en interne dans l'entreprise, c'est le fait qu'on considère que finalement, après la vente initiale, après le gain d'un client, le plus dur a été fait. Ça a un impact extrêmement négatif sur la valorisation de ces équipes, évidemment, sur la manière dont elles sont perçues et sur la manière, encore une fois, dont elles-mêmes se perçoivent. Donc à partir du moment où on change le paradigme, l'axe suivant lequel on regarde les choses, où on considère que l'équipe CS contribue à la croissance, le jour où on se rend compte et on communique sur le fait que l'équipe CS contribue à la croissance, évidemment de façon défensive en conservant ses clients, mais surtout par l'expansion, voire même par la vente d'autres sujets comme les professional services, etc. Tout de suite, la vision qu'ont les autres métiers, la vision qu'ont les clients même du rôle de CS est déjà plus la même. Oui, un partenaire et pas une fonction support. Exactement. Ça a l'air facile à dire, mais je ne suis pas certain que dans les faits, ce soit facile à mettre en place. Peut-être que je ne sais pas si vous y avez été confronté, mais comment on fait pour aller convaincre peut-être un board, une direction de justement changer de paradigme ? Je pense que c'est passé par le partage déjà d'une vision, la vision pour l'équipe. Où est-ce qu'on veut aller et pourquoi ? Qui est amené de ta part, enfin en tout cas de l'équipe CS et pas de la direction. Oui. Okay. Proposé par l'équipe CS, alors bien sûr soumis à validation du leadership, mais l'idée c'est de montrer pourquoi. Et en fait, le pourquoi, c'est qu'on a cette relation de confiance avec les clients, donc ça facilite les échanges. Et clairement, également, si on veut focaliser les équipes sales sur l'apport de nouveaux clients qui derrière vont aller alimenter ce pool, est-ce qu'un sales pourra gérer 15 clients en plus d'aller chercher du nouveau business ? Ça peut paraître un peu compliqué. Donc toi, tu arrives en disant on va décharger vos sales pour aller du coup faire beaucoup plus de new business. Comment c'est perçu d'un point de vue sales ? Est-ce qu'ils se disent on m'enlève une partie de mon job
Ou est-ce que finalement, c'est OK de se dire, les CS vont m'aider? Souvent, et peut-être ça m'intéressera d'avoir ton avis, mais souvent l'équipe CSM peut être perçue comme vraiment le point de contact opérationnel chez le client, et donc très peu dans la stratégie de compte. Nous, du coup, on a poussé l'inverse. On a poussé d'être très présent dans la partie stratégie de compte. Typiquement, les plans de compte, on les réalise ensemble, en partenariat avec l'équipe Sales. Après, pour les négociations complexes avec des clients enterprise, oui, on travaille en collaboration, on ne va pas le gérer tout seul, ça ne ferait même pas de sens. On n'a pas forcément la formation complète Sales, donc on sera certainement moins pertinent. Mais en revanche, ça me semble très important qu'on puisse travailler ensemble sur la stratégie, sur la manière de construire les offres, et aussi pour s'assurer finalement qu'on a des offres qui vont être évolutives. Parce qu'on peut signer un très bon deal avec un client, mais s'il est construit d'une manière où en fait, on n'aura aucun moyen de scaler et de faire grossir le contrat par la suite, on va vite se retrouver dans une impasse, en tout cas avec ce client-là. Si on le fait sur un client, bon, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Mais si on le fait avec tous les clients, ça va poser problème. Et c'est là aussi où je pense que c'est très important d'avoir CS inclus, puisque là, du coup, nous, on va vraiment s'assurer également que les contrats vont pouvoir être totalement alignés avec les ambitions du client et donc va pouvoir grandir avec leurs besoins. Par CS inclus, tu veux dire que quand il n'y a pas d'offre CS à proprement parler, elle est incluse dans l'abonnement et le fait de souscrire à l'app, souscrire au soft. Oui, tout à fait. D'accord. On a fait ce choix que ça soit inclus, donc depuis le tout début. On n'a pas de vocation aujourd'hui à le rendre payant. C'est pas quelque chose qui est... parce qu'on va plutôt chercher l'efficacité de l'équipe, finalement. Et encore une fois, vu qu'on la positionne comme une source de génération de revenus complémentaires, l'idée pour nous, c'est vraiment qu'on puisse aider au maximum le client. Nous, chez 360, nous, on avait opté pour l'option inverse, qui consiste à dire que, d'une part, dans la valorisation du rôle de CSM, il y a aussi le fait de facturer, que c'était aussi un bon moyen de facturer, de cadrer la prestation du CSM. Et dans ce cas-là, l'équipe CS devient un facteur de croissance et de profit, non pas uniquement par l'expansion, mais même simplement par le fait de générer de l'ARR supplémentaire, complémentaire au montant des licences, dès la première minute du contrat, en fait. Donc on a opté un peu pour l'option inverse, mais c'est intéressant d'avoir les deux axes. Oui, et de ce point de vue-là, en fait, on a quand même une offre de services récurrent qui est plutôt liée en fait, à du professional services, donc vraiment de l'expertise technique avec des éléments qui sont, eux, plutôt style webinar, etc. Donc des choses qui peuvent être gérées en one-to-many. Mais donc, on a cette offre de service. Simplement, les CS chez Pigment ne sont pas des experts techniques. Et quand on a sondé nos clients, ce qu'on a vite aperçu, c'est s'ils doivent payer pour avoir un CSM, alors déjà, ça pourrait être un moyen de discounter les contrats. Ça peut être un moyen de dire, finalement, je ne veux pas de cette ligne. Le fait d'avoir un catalogue, ça peut permettre de dire, ça, j'en veux pas. Sachant que du coup, on va prendre plus de risques en termes de rétention et on peut potentiellement aussi se limiter les expansions. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fait plutôt ce choix-là. Mais parce que l'expertise technique provient d'une autre équipe qui, elle, existe en service récurrent. Et je suis d'accord, c'est quelque chose qui était très demandé par nos clients. C'est pour ça qu'on l'a fait. Ouais, peut-être que ça dépend aussi des typologies de comptes. Enfin, là, tu parlais pas mal d'enterprise. Est-ce que ça représente la majorité de vos clients chez Pigment ? Alors, on est en train de monter up market, mais oui, ça représente une part significative. Et alors, d'autant plus significative si on regarde le potentiel des comptes. Les expansions, c'est plutôt sur les clients enterprise. Oui. Est-ce que ça ne dépend pas aussi de la complexité de ton produit ? Oui, ça dépend bien sûr de la complexité du produit. Ça dépend de l'expertise qui est demandée. Là aussi, on ne peut pas demander à un CSM d'être à la fois un expert technique, un bon commercial, quelqu'un qui sait parfaitement faire des analyses de ROI, qui soit aussi excellent pour comprendre tous les types de cas d'usage différents chez nous, parce qu'en l'occurrence, on traite des ressources humaines, de la finance, enfin plein d'interlocuteurs différents. Donc oui, ça fait beaucoup à demander à une seule personne. L'expertise technique, on avait déjà le découpage des équipes, donc c'était, on va dire, la façon la plus logique de décomposer notre offre. Avec cet objectif commercial des équipes CS, les clients doivent bien sentir qu'on leur pousse ce besoin. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien accueilli par les clients ? Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir deux commerciaux ? On n'est plus dans la posture partenariale. Enfin, c'est un des risques, en tout cas. Je dirais que
L'avantage de ces expansions par le biais de CS, c'est que c'est beaucoup plus sûr. Si on prend un ratio entre la pipeline, c'est les volumes d'opportunités, et le nombre de close won, il est beaucoup plus important que pour une équipe sales. En revanche, c'est vrai que les sales cycles peuvent être plus longs parce qu'on va planter une graine, il va falloir justifier, présenter l'intérêt de la solution, etc. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Voilà, c'est plus long, mais c'est plus sûr. Et tu as une meilleure rétention. Il y a un point hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ce qui marche bien avec ton équipe, c'est parce que depuis le début, vous mesurez la valeur générée par le client, vous vous assurez qu'il y ait de la valeur. Donc ça veut dire que chez Pigment, vous avez quand même des outils d'alerting, de mesure de ce qui est généré. Enfin, est-ce que ça, tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu regardes la valeur qui est générée pour le client et comment tu arrives à le justifier? Ça va être quoi les indicateurs? Beaucoup de questions. Oui, c'est un travail sans fin. Je dirais qu'on est en amélioration continue et en permanence. L'analyse du retour sur investissement, c'est de plus en plus important pour les entreprises. Donc je dirais que oui, on a fait ce travail depuis le début, on s'est amélioré. Aujourd'hui, on est beaucoup plus pertinent qu'auparavant. Il nous reste encore, je pense, pas mal de travail. Dans un monde idéal, et je pense que ça pourra venir très bientôt, j'aimerais mettre à disposition de nos clients une application Pigment, donc une application disponible sur notre plateforme, pour qu'ils puissent mesurer automatiquement leur retour sur investissement. Et ça, basé sur des hypothèses qui sont disponibles, libres de droit, hein, donc qui peuvent vérifier, contrôler, qui permettra aussi à nos clients de pouvoir présenter ça à leur leadership, pouvoir expliquer pourquoi ils ont besoin de plus, et de manière extrêmement transparente. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire, qui n'est pas encore disponible, mais qu'on souhaite mettre à disposition de tous nos clients pour qu'ils puissent très simplement avoir une vision de leur ROI. Hyper chouette. En attendant, tu fais comment pour leur montrer le ROI? Pour l'instant, on se base sur des benchmarks et sur des métriques qu'on a construits en interne. Ce qui est important, c'est de mesurer ça dès le début, c'est-à-dire qu'on fait ce travail avant même de commencer avec le client, donc même pendant le cycle de vente. Au pire, pendant le kick-off, pour récupérer un maximum d'informations de l'état actuel. Je vais prendre un exemple qui peut parler à beaucoup de monde, mais une équipe finance qui va faire son closing en fin de mois ou ses prévisions budgétaires va peut-être passer 2 mois pour faire son processus budgétaire. Bon, si on arrive à le passer en 3 jours ou 4 jours pour faire le processus budgétaire, il y a un ROI direct qui est du temps, mais ce n'est pas suffisant. Il y a ensuite la fiabilité de leur report. Donc là aussi, on travaille avec eux pour identifier de quelle manière on peut mesurer la fiabilité, de quelle manière on peut mesurer l'intégralité des indicateurs, on va dire, les plus importants en termes de reporting et de budget, qu'on compare ensuite, une fois qu'ils sont live et qu'ils utilisent notre solution, et on compare les deux. Et là, on a notre gap. Et ensuite, on fait cette analyse de manière assez récurrente, parce que peut-être que la première année, ils vont avoir un retour sur investissement X, mais en année 2, en fait, ils ont beaucoup plus d'utilisateurs qui sont devenus très, très forts sur Pigment. Et donc, le ROI va doubler, tripler. Et c'est pour ça que c'est important aussi de suivre un peu cette évolution. Et donc là, du coup, c'est pas en self-service dans un premier temps, c'est plutôt des choses que tu exposes dans des business reviews ou des choses comme ça. Oui, exactement. Ouais. C'est important de leur présenter dès le début, très tôt. Comme ça, c'est quelque chose qu'ils ont en tête. Ils prennent le temps de le faire. Il faut vraiment, je conseillerais à tout le monde de le faire. C'est vrai que ça a énormément de valeur. Ouais, valider le Mutual Success Plan, être d'accord sur les objectifs. Exactement. Et c'est ça qui conditionne tout ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors nous, chez 360, on n'a pas pris cette option de faire gérer l'upsell par les CSM eux-mêmes. C'est-à-dire que au moins sur les très grands comptes, il y avait un binôme CSM Account Manager. Bon, ça, c'est, comme tu parlais de contexte, tu parlais de... c'était très lié à ça. En revanche, quand tu dis que finalement, c'est la première expansion qui est la plus compliquée, ensuite le client est complètement rassuré, je me dis même que si tu fais cette démarche-là, tu simplifies très largement la première expansion parce que tu fais ton expansion sur quelque chose de prouvé. Et tu ne peux travailler sur cette valeur prouvée, en effet, que si tu as cette démarche d'abord d'identification des KPIs et puis de constitution d'une baseline, donc du jeu part, et puis de suivi régulier après. Ouais. En préparant ce podcast, tu nous parlais des investisseurs de Pigment, alors sans rentrer dans les détails de confidentialité. Tu me disais qu'ils étaient allés voir notamment vos clients. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé au moment de la levée de fonds Oui, en effet. Donc, Eleanor Crespo, notre fondatrice, en a pas mal parlé. C'est vrai que c'est une fierté pour l'entreprise parce que, en effet, des fonds d'investissement ont été
questionner nos clients sans nous avertir. Et c'est vrai que c'était extrêmement flatteur pour notre équipe, pas uniquement en CS d'ailleurs, mais toute l'entreprise, mais d'entendre que les clients étaient extrêmement satisfaits. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur pour déclencher cet investissement. On n'était pas à la recherche de financement à ce moment-là. Donc en fait, réellement, ces feedbacks de nos clients ont permis de déclencher cette volonté de la part des investisseurs d'investir encore un peu plus dans la solution. Ça me paraît intéressant parce que, pareil, en préparant, on se disait que la plupart des entreprises investissent beaucoup dans le newbies, alors même que finalement, tu peux générer beaucoup plus de revenus en restant sur tes clients existants, en travaillant l'expansion, comme on vient de se le dire. C'est certain, mais je pense que ça participe de ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, de la manière dont sont perçues les équipes CS et leurs contributions. Et je pense aussi que les entreprises commencent, ou en tout cas traitent leurs problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent. Donc mon premier problème, c'est de trouver des clients, c'est de générer du nouveau business, etc. Mon deuxième problème, ça devient, sauf contrat pluriannuel et engagement long terme des clients, mais ça devient comment je vais les garder. Et seulement ensuite, je commence à me poser la question de savoir comment je vais les étendre. Et donc finalement, on investit beaucoup, j'ai le sentiment qu'on investit beaucoup dans les sales et dans les forces de vente, initialement pour, entre guillemets, lancer la machine, et que la prise de conscience de la contribution de l'équipe CS à la valeur, et que cette contribution dépasse le simple fait de conserver ses clients, arrive souvent plus tard. Parce que je pense qu'on a tendance à traiter les sujets au fur et à mesure qu'ils se présentent. Peut-être même trop tard. Et parfois un peu tard. Mais cela dit, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi contre-intuitif de commencer à traiter des problèmes qui n'existent pas encore. Le seul point, c'est que c'est sans doute vrai dans plein d'autres domaines, mais dans le domaine du customer success, quand je commence à me poser des questions, c'est souvent un peu tard. Ou en tout cas, j'ai souvent un coup de retard que je vais avoir du mal à rattraper. Et donc, et inversement, il y a un certain nombre d'entreprises, d'organisations où on commence à se poser ces questions très tôt, et c'est contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'on se les pose à un moment où il n'y a pas matière à se les poser. Moi, j'ai des clients qui me disent je ne m'occupe pas de retravailler, de challenger, d'interroger mes pratiques CS parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de churn. Mais oui, mais quand on aura, il sera un peu tard pour se poser la question. Et d'expérience, ce sont aussi les entreprises qui commencent à se poser cette question-là à peu près au moment justement où ils investissent massivement dans les sales, qui commencent à se poser ces questions-là sur le CS, qui derrière posent les bases d'organisation CS robuste, solide, qui permettent d'éviter les trous d'air et d'avoir à rattraper ce coup de retard. Les routines, dernière question, je pense. Ce serait quoi les routines pour animer ton pôle et t'assurer que justement, il génère ses revenus, il soit dans l'expansion? Mais ce qui permet de poser ces bases robustes et de s'assurer qu'on pense au coup d'avance et qu'on le fait évoluer ensuite, c'est l'obsession de la capitalisation, en fait, de ce qui a été fait, de ce qu'on a mis en place, et donc toujours capitaliser, toujours écrire ce qui a été fait, toujours écrire les processus selon lesquels j'accompagne mes clients, selon lesquels j'interagis en interne. Et en termes d'animation de ce portefeuille, est-ce que vous avez des recommandations? Oui, moi je suis 100% aligné et je peux chercher l'alignement en interne. À la fin, il y a un seul reporting qui permet de présenter le forecast de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir les mêmes routines que l'équipe sales, tout simplement. Donc on a des business reviews de manière trimestrielle, on a des forecast calls de manière hebdo pour vraiment rentrer dans le détail sur chacun des comptes et voir les... C'est quoi un forecast call? Alors, on va sélectionner les principales opportunités qui sont en cours, donc qui existent déjà dans les systèmes. Pour nous, c'est Salesforce, mais voilà, c'est vraiment les opportunités sur lesquelles on travaille actuellement. Et on va rentrer dans le détail, on va définir qu'est-ce qui a été fait, enfin, on va faire un bilan de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. L'objectif, c'est de pouvoir présenter des dates de closing, c'est de fiabiliser aussi notre forecast, donc de donner la vision la plus réelle à date de nos ambitions d'expansion. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, et on a également des points qui sont plutôt mensuels, là aussi avec les équipes commerciales, puisqu'on travaille aussi en collaboration avec eux pour nous assurer qu'on présente une seule page et un seul reporting à la fin. Ouais. Je pense que ça, c'est important, parce qu'on peut vite aussi présenter des chiffres qui sont différents, et ça peut créer énormément de confusion. C'était le mot de la fin. On vous remercie pour ces échanges très riches. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt pour le prochain épisode.